sommes vendredi 2 octobre 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue à cette édition du journal en français. D'abord, les principaux titres. Une mesure de supprimer la pension de retraite pour le personnel de l'Université du Burundi, prise depuis le mois d'avril 2020, risque de ressusciter un mauvais climat socio-professionnel à l'Université du Burundi. Le ministre de l'Éducation nationale tire la sonnette d'alarme. Il alerte son supérieur hiérarchique. Le volte-face du président Evariste Ndayishimiye en se rétractant 2 semaines après sa déclaration invitant tous les cadres du pays à déclarer leurs biens n'est qu'un soutien au détournement des biens publics. Selon Alexandre Niyungeko, directeur de la radio Inzamba, vous allez le suivre dans ce journal. Il n'y a pas eu d'évolution dans tous les secteurs de la vie du pays au cours de ces 3 premiers mois du régime Ndayishimiye. C'est le résultat d'un sondage de la synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique alerte sur la situation socio-professionnelle explosive à l'Université du Burundi. C'est suite à l'arrêt de la pension de retraite pour le personnel de l'Université du Burundi. Dans une lettre adressée au Premier ministre, le ministre de l'Éducation craint, au cas où rien n'est fait, la fuite des enseignants vers les universités de la sous-région ou vers les universités locales privées qui offrent de meilleures conditions salariales. Les détails avec Bertrand Ngendakurio. Dans cette correspondance datée du 30 septembre 2020, le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Dr Gaspard Banyangimbona, indique qu'il a déjà échangé sur cette situation avec toutes les parties prenantes, en l'occurrence les responsables syndicaux, le recteur de l'Université du Burundi et le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, sans avancée significative. Dr Gaspard Banyangimbona rappelle que le personnel de l'Université du Burundi est régi par des statuts négociés qui datent de 2015. Entre autres avantages accordés par ces statuts des personnels de l'Université du Burundi figure une pension de retraite. Depuis la mise en place de ces nouveaux statuts, selon le ministre de l'Éducation, aucun mouvement de revendication du personnel n'a été observé. Cependant, la mesure prise de supprimer cette pension de retraite depuis le mois d'avril 2020, sans préparation préalable des bénéficiaires, crée déjà une situation explosive qui risque de ressusciter le mauvais climat, entre autres la fuite de cerveau vers les universités de la sous-région, en l'occurrence le Rwanda, ou les universités locales privées qui offraient de meilleures conditions salariales. Comme mentionné dans cette correspondance, les conséquences prévisibles de cette situation sont notamment l'écroulement du cycle de master et de l'école doctorale qui viennent de naître il y a à peine 3 ans par manque d'enseignants, de promoteurs de mémoire et de thèses. Pour Dr Gaspard Banyangimbona, ministre de l'Éducation, à entendre le mécontentement du personnel ces derniers jours, des revendications syndicales pressantes pouvant dégénérer en mouvement de grève sont prévisibles, d'où il sollicite l'implication du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni pour décanter cette situation et si possible surseoir à cette mesure afin de préserver un climat de travail apaisé et serein à la veille de la rentrée académique envisagée au mois de novembre 2020. Merci à Bertrand Ngendakurio. Déclarer que ceux qui sont arrêtés le sont pour être interrogés, c'est reconnaître que rien ne va être fait pour arrêter le flot de crimes qui s'observent aujourd'hui. C'est le sentiment de regret de maître Yves Runyagu, un des avocats de victimes de crimes de droit international commis au Burundi. Selon cet expert du droit qui réagit aux propos du président Evariste Ndayishimiye lors de sa récente conférence publique, cette déclaration peut être utilisée comme une preuve devant les juridictions internationales. Maître Yves Runyagu était invité dans l'émission Club de la presse animée par Franck Kazé. On se sentit interpellé parce que c'est le travail que nous faisons régulièrement, c'est le monitoring que nous faisons, c'est des dossiers que nous confectionnons chaque jour. Donc ça ne fait que s'ajouter aux autres. Alexandre vient de parler d'aveux. Et quand vous parlez de dossiers qui s'ajoutent aux autres, ce n'est pas n'importe qui, il s'agit d'une déclaration du chef de l'État. Oui, justement, mais même dans le passé, on a vu ça, comme on le disait tantôt. Donc, il n'y a rien de spécial par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, il y a eu de hautes autorités qui ont été citées dans les crimes dans le passé.
Et évidemment, il y a des mécanismes internationaux, puisqu'on en est conscient tous que les mécanismes nationaux sont incapables. Non, ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'une telle déclaration vous conforte dans votre démarche? Beaucoup même, je dirais. Beaucoup même, je dirais, parce que finalement, ce qui se dit que tout va bien, que la justice burundaise fonctionne. Maintenant, tout le monde peut voir que finalement, ça vient d'en haut, quelque part, que c'est pratiquement impossible. Voir, en fait, vous voulez dire quand il dit que ceux qui disparaissent, ceux qui sont retrouvés comme des cadavres sont interrogés. Donc, voilà. C'est un aveu pour vous. C'est un aveu. Le fait de nier clairement qu'il y a des abus de la part des organes de l'État qui sont là, c'est qu'il n'y a pas cette volonté réellement de réprimer, de sanctionner les auteurs de ces crimes. Et là, ça ne fait que conforter justement ceux qui se sont, ceux qui ont porté ces problèmes-là devant les juridictions internationales pour dire voilà, même les hautes autorités du pays ne veulent pas réellement s'enquérir de la situation, investiguer et poursuivre les auteurs des crimes. Vous voulez dire clairement que ce type de déclaration, c'est le type de déclaration que vous classez dans les autres dossiers que vous avez comme preuve de ce qui est en train de se faire? Effectivement. Effectivement, parce que la réalité est là. Ce ne sont que des cadavres qui sont retrouvés ici et là, vous l'avez vous-même dit. Ce ne sont que des personnes qui sont portées disparues. Et tout ça, quand vous attendez un chef de l'État qui est censé veiller sur sa population, qui semble nier que cela ne se fait pas ainsi, que ces personnes-là sont arrêtées pour être interrogées, là, il y a un hic quelque part. Et là, ça ne fait que justement nous réconforter encore une fois dans ce que nous faisons. Et là, je pense que ce serait difficile que demain ou après-demain, ils viennent pour dire, voilà, on a fait de notre mieux pour réprimer. Non, pour sanctionner plutôt les auteurs de ces crimes. Je pense que la défense, quelque part, serait dans une situation inconfortable. Le retournement du président Évariste Ndayishimiye sur la déclaration des biens des hauts cadres de l'État enfonce davantage son pouvoir. C'est l'analyse d'Alexandre Niyungeko, directeur de la radio Inzamba Agateka Kawe. Pour le journaliste, le chef de l'État vient de décréter l'autorisation de vider les deniers publics. Alexandre Niyungeko l'a dit également dans l'émission Club de la presse. La crédibilité est vraiment entachée. Pour ceux qui, au moins, avaient même une petite confiance en ces autorités, je pense que maintenant, ils ont compris, tout le monde a compris bien la manière dont la chose publique va être gérée. Et les conséquences sur la gestion effectivement de ces choses publiques, c'est que maintenant tout le monde a compris, voilà, on peut bien se servir. Il n'y aura pas... Bon, à la fin, on va voir si on a volé. Bon, tu le disais tout à l'heure, sur quelle base on va voir que quelqu'un a volé si, effectivement, au début, on n'a pas vu qu'est-ce qu'il avait. Bon, à la fin, il aura tout ce qu'il a. Ce sera vraiment des gens honorables, ils auront gagné honnêtement, parce que, voilà, ce sont des travailleurs et tout ça. C'est le pouvoir est bienveillant. Voilà. Et donc là, je pense qu'encore une fois, c'est malheureusement, c'était... une occasion pour certains partenaires, c'est vraiment une conséquence que pour certains partenaires qui avaient encore un peu d'espoir en son pouvoir, ils ont très bien compris que maintenant, ce qui vous pouvez, s'il y avait normalement, si il y avait un dialogue entre les autorités burundaises et les partenaires pour la reprise de la coopération, vous comprenez, ça c'est vraiment un obstacle. Alexandre Niyungeko, il est le directeur de la radio Inzamba Gateka Kawe. Dans la suite de notre série de reportages, dans l'émission Parcours Ayonabonye, aujourd'hui vous allez suivre l'extrait de témoignage de Dieudonné Hakizimana, torturé par les agents du service national de renseignement. Suivez. Je nitwa Hakizimana Dieudonné, nari umusirikare umufabe. Je réponds au nom de Hakizimana Dieudonné, ex-FAB. J'ai été arrêté en date du 19 août 2015. Je me prêtais à entrer dans mon camp. J'ai été arrêté par des hommes en tenue policière et militaire. On m'avait conduit à l'état-major. J'ai été remis
AGD, colonel Ignace, chargé du service national de renseignement. Il me disait, et c'est toi qui ont cherché depuis longtemps? C'est pendant son temps qu'il m'a vite transféré à la documentation. J'ai été conduit par des éléments de la police vers 18h. Vers 4h du matin, ils m'ont conduit au Kamouha. Là, j'ai été incarcéré dans une cellule. J'y ai trouvé des civils. Ils étaient au nombre de 7. Ils étaient en majorité jeunes. Ils venaient d'y passer 3 mois. C'était des jeunes qui ont été arrêtés au Congo. On les accusait d'appartenir à un mouvement armé dans certains Aloïs Nzabamema. Vers le soir, Kazungu, un agent du service national de renseignement, est venu pour les conduire dans un endroit non encore connu. Et moi aussi, j'ai été forcé de partir avec eux, ce que j'avais refusé comme c'était pendant la nuit. Ils m'ont ensuite laissé. Je n'ai plus encore revu cette jeune. Personne n'est plus revenu dans cette cellule là où j'étais. Après, le commandant d'Ika, Major Minani, surnommé Mababa, était revenu en compagnie des hommes en civil. Les intima ensuite ordre de me ligoter très fortement. Ils sont repartis. Pendant la nuit, ils se sont revenus encore une fois en civil. Ils m'ont projeté une torche au visage et m'ont poignardé à ce niveau. Un certain dimanche, beaucoup de jeunes arrêtés à Kinanira 3 ont été amenés dans cette même cellule. C'était Kazungu qui les a embarqués dans un pick-up. Lui-même les a conduits encore une fois dans un endroit non encore connu, couvert d'une tente. Quant à moi, arrivé à Mhimba, j'ai été sauvé et libéré par la grâce présidentielle. L'intégralité de ce témoignage sera diffusée sur toutes les plateformes de la télévision Renaissance à partir de ce samedi 3 octobre. Plus de 60% des participants au sondage organisé par la synergie des médias, la radio Inzamba Gateka Kawe, la radio RPA, Ijwi Banyagihugu et la télévision Renaissance donnent une très mauvaise impression du premier trimestre de règne d'Évariste Ndayishimiye. 7% seulement donnent une très bonne impression. Ils sont à plus de 400 qui ont participé dans ce sondage. Revenez, Bazikamwe. De la politique de la santé, celle de la lutte contre la pandémie de coronavirus est appréciée positivement par 31%. Près de 91% jugent médiocre la politique de lutte contre la criminalité et l'initiative de rétablir la sécurité. Durant les 3 derniers mois du règne d'Évariste Ndayishimiye, 26% apprécient positivement son effort de lutte contre la corruption. Dans le domaine de l'éducation, 82% n'apprécient pas l'organisation de l'éducation. Plus de 92% regrettent le manque de volonté dans la protection des droits de l'homme, tandis que plus de 11% se disent satisfaits de la politique étrangère du mouvement régime. Malgré de nouvelles figures à la tête de la diplomatie, 74% restent à leur soif une amélioration des relations entre le Burundi et la communauté internationale. 70% ne voient aucun intérêt de rapatrier les réfugiés contre 30% qui estiment qu'il est important que tous les Burundais regagnent le pays. Cependant, 87% des participants souhaitent que les réfugiés prennent eux-mêmes cette décision de rentrer dans leur pays. 39% des participants résident au Burundi sur 61% de l'étranger. 52% des participants sont entre 35 et 54 ans. De 18 à 34 ans ont participé à 30% et plus de 17% sont de 55 ans plus. La participation masculine a dominé jusqu'à plus de 84%. La journée internationale de la non-violence est célébrée le 2 octobre de chaque année depuis 2007. Les Nations Unies ont fixé cette journée en ce jour qui coïncide avec la date d'anniversaire de naissance de Mahatma Gandhi, le pionnier de la non-violence. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé que nous avons un ennemi commun, le Covid-19. Suivez le secrétaire général des Nations Unies. In marking the birthday of Mahatma Gandhi, this International Day highlights the remarkable power of non-violence. Cette journée internationale qui marque l'anniversaire de Mahatma Gandhi met en évidence le remarquable pouvoir de la non-violence et de la manifestation pacifique. Elle rappelle à point nommé qu'il faut s'employer à défendre les valeurs selon lesquelles Gandhi a vécu, la promotion de la dignité, la protection égale de toutes les personnes et la cohabitation pacifique des communautés. Cette année, nous avons un devoir particulier, mettre fin au combat pour nous consacrer à notre ennemi commun, la Covid-19. Le seul vainqueur au cours d'un conflit en pleine pandémie, c'est le virus.
Lorsque la pandémie a été confirmée, j'ai appelé à un cessez-le-feu mondial. Aujourd'hui, il faut redoubler d'efforts pour que ce cessez-le-feu mondial devienne une réalité d'ici à la fin de l'année, ce qui atténuerait d'immenses souffrances, réduirait le risque de famine et créerait des espaces de négociation en vue de la paix. Il nous faut pour cela surmonter une profonde méfiance. Pourtant, j'entrevois des lueurs d'espoir. Dans certaines régions, la violence a cessé. Un grand nombre d'États membres, des chefs religieux, de réseaux de la société civile et d'autres entités soutiennent mon appel. Le moment est venu d'intensifier nos efforts. Inspirons-nous de l'esprit de Gandhi et des principes immuables de la Charte des Nations Unies. Now is the time to intensify our efforts. Let us be inspired by the spirit of Gandhi and the enduring principles of the UN Charter. Page justice pour clore ce journal. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 347 jours d'incarcération. La Cour d'appel de Nahangwa a décidé leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et à une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Halilimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir et bon week-end.